Bonjour Charles Aloncle, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de votre invitation. Bon, je rappelle que vous êtes député de la 9e circonscription de l'Hérault, porte-parole du groupe UDR d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. Et nous vous avons invité donc pour parler de Retailleau et même du phénomène Retailleau, puisque désormais c'est un terme presque consacré. Beaucoup voient derrière ces positions affichées, en tout cas de volonté de rétablir une certaine autorité, l'homme providentiel que la France attendait pour remettre tout en ordre. D'autres, probablement assez blasés des manipulations politiques de ces dernières années, expliquent que Retailleau, ce sera comme un souffle au fromage, il retombera très vite et ce sera une arnaque politique de plus. Alors on va essayer justement de faire le point. La vérité se situe peut-être un peu entre les deux, mais commençons par là. Charles Aloncle, que pensez-vous de Bruno Retailleau ? Je viens de cette famille politique, de la même que celle de Bruno Retailleau. J'ai passé un peu plus de 10 ans à l'UMP aux Républicains, et bon, il faut quand même le dire, mais si j'ai franchi le pas et si j'ai décidé de faire l'alliance avec Jordan Bardella aux dernières élections législatives, c'est parce qu'en fait, des Bruno Retailleau, malheureusement, j'en ai vu beaucoup. Il s'appelait Bruno Le Maire, il s'appelait Sébastien Lecornu, il s'appelait Gérald Darmanin. Ils avaient aussi le verbe haut quand ils étaient face au micro. Ils avaient plein de belles promesses dans les programmes, une fois arrivés devant les électeurs. Mais quand ils arrivaient au pouvoir, quand ils étaient au ministère, eh bien, les résultats n'étaient pas là. Bruno Retailleau a peut-être un peu plus de sincérité que les autres. Il faut quand même l'admettre. Je pense que son parcours, son engagement, ses valeurs font de lui quelqu'un d'un peu au-dessus de la mêlée, et il serait difficile de le comparer, peut-être cruel de le comparer à un Darmanin. Mais de ce qu'il nous a montré depuis qu'il est aux responsabilités, on peut aussi avoir des doutes. Moi, c'est mon premier mandat et je vous avoue que j'ai été extrêmement choqué. Je vais vous prendre un exemple, mais il y en aurait quelques autres. J'ai été très choqué qu'au moment de la niche parlementaire du Rassemblement national, donc pour expliquer aux auditeurs, c'est une journée qui est consacrée, où l'ordre du jour à l'Assemblée est totalement laissé à disposition d'un groupe parlementaire, en l'occurrence c'était le Rassemblement national, et ils avaient porté notamment 2 propositions de loi très simples. Une proposition sur le rétablissement des peines planchées, que Christiane Taubira avait supprimé une fois que Nicolas Sarkozy avait perdu, et une proposition de loi sur l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Ces 2 propositions de loi sont soutenues dans les sondages par 86% des Français. 86%. Donc, on fait difficilement proposition de loi plus consensuelle dans l'opinion publique. Et bien, à ce moment-là, qu'a fait M. Retailleau ? Il a envoyé son ministre délégué, Nicolas Daragon, à la tribune de l'Assemblée pour donner pour consigne de vote. Il a appelé à voter contre. Et quelles étaient ses raisons ? Et c'était même pas parce qu'en fait, le gouvernement, souvent, quand il veut pas trop se mouiller, il appelle ce qu'on fait un vote de sagesse. C'est-à-dire le vote de sagesse, c'est une forme d'abstention en gros, mais c'est pas un vote contre. On touche à rien. Voilà, vote de sagesse. Là, c'est même pas ça. S'ils se sont concertés, Bruno Retailleau et Nicolas Daragon, pour appeler à voter contre. Et le résultat, c'est que de toute la représentation nationale, du groupe de la France Insoumise au groupe des Républicains, vous avez aucun député qui a voté pour l'une de ces propositions de loi. Les seuls qui ont voté pour l'une de ces propositions de loi, ce sont les députés du Rassemblement national et nous, l'UDR, et vous voyez, ça fait à peine un tiers de la représentation nationale. Les raisons invoquées pour répondre à votre question, elles sont parfaitement fumeuses et fallacieuses. Je crois à l'époque qu'ils s'étaient réfugiés derrière des arguments de forme qui ne tiennent absolument pas. Ils auraient d'ailleurs très bien pu dire que avis de sagesse sur la forme, mais que instantanément derrière, ils allaient en faire un projet de loi issu du gouvernement. Mais ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres qui, je pense, n'a pas vraiment été communiqué. Moi, quand je retourne en circonscription, que je fais une réunion publique par mois et que j'en parle aux gens, les gens sont évidemment choqués parce qu'entre l'image que Bruno Retailleau donne dans les médias, le petit narratif aussi, notamment dans les médias de droite, je pense à Valeurs, je pense aux médias de Vincent Bolloré, où on commence à expliquer si c'était lui. Mais en fait, ce fait très précis d'un Bruno Retailleau aux responsabilités qu'il se dérobe alors qu'il a la possibilité de briser un peu ce cordon sanitaire et enfin de répondre aux aspirations de plus de 85% des Français, eh bien, malheureusement, on l'a pas entendu. Ouais, on peut parler effectivement. C'est vrai qu'il y a une posture, enfin, il s'affiche quand même comme cet homme fort, même vis-à-vis du camp patriote. Il y avait longtemps la peur des élus d'affirmer qu'en fait, ils n'avaient pas spécialement d'hostilité vis-à-vis de groupes d'influence comme par exemple Némésis. On a vu un Bruno Retailleau afficher en tout cas sa sympathie pour le combat mené par Némésis et les désavouer le lendemain sur un plateau de télévision. Et c'était très très décevant ça pour les Français justement qui le suivent avec l'espoir qu'il va renverser aussi cette culpabilisation permanente. C'est ça. Et c'est une sorte
d'énièmes symboles, des reniements, des renoncements des républicains. Mais c'était un très bon exemple. Ça. Moi, je me souviens qu'il y a pas mal de comptes d'influenceurs de droite, de médias un peu alternatifs qui sont très suivis sur les réseaux sociaux et qui ont fait de Bruno Retailleau un peu leur égérie aussi au jour où il a pris ses responsabilités dans une conférence. Il a salué le courage du collectif Némésis. J'avais moi-même d'ailleurs posé une question au gouvernement en hémicycle, au gouvernement sur la censure dont a fait l'objet certains comptes de droite, notamment le compte d'Alice Cordier, donc je l'avais cité. Je vous avoue que dans tout l'écosystème de droite, on m'avait d'ailleurs un peu déchauffé en me disant compliqué de parler de Némésis, tu comprends, c'est quand même l'extrême droite. Alors que très honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y a d'extrême droite dans leur combat qui est très courageux. Elles n'ont pas été condamnées ou en tout cas. C'est ça l'extrême droite. Dans ces cas-là, on est beaucoup à être d'extrême droite. Finalement, il faut arrêter de psychoter autour du terme aussi. Quoi. C'est ça, ce serait une très belle médaille. Et donc voilà, tout de suite, en quelques heures à peine. Les Instagram, les médias sont un peu enflammés sur ce courage de Bruno Retailleau, mais en fait ça a duré quelques heures et en fait le lendemain la déception était totale parce qu'il donnait même l'impression en fait qu'il avait confondu avec un autre groupe où je sais même pas quel a été l'argument avancé. Mais le rétropédalage a été complet. C'était non, mais en fait, je partage pas du tout la cause, loin de moi l'idée, je me suis trompé. Enfin, et voilà. Et donc tout ça pour dire que au-delà de l'impuissance dont il fait preuve depuis son arrivée à Beauvau, qui tranche fondamentalement avec les premières heures de l'exercice du pouvoir, du retour au pouvoir de Donald Trump. Je trouve qu'il y a quelque chose de très cruel quand on met les deux en parallèle, sur des sujets d'ailleurs un peu, on y reviendra je pense, mais sur des sujets assez similaires, comme par exemple le renvoi de clandestins colombiens et sud-américains qui n'ont rien à faire sur le sol américain, avec la coopération immédiate des plus hautes autorités, avec envoi d'avions présidentiels du président colombien, vraiment, on pourrait y revenir, et l'impuissance dont on fait preuve face à l'Algérie, un pays dont le PIB est équivalent à celui de l'Île-de-France, un pays dont normalement on ne devrait pas avoir peur, où Bruno Retailleau dispose de beaucoup de leviers de pression qu'il n'ose même pas dont il n'ose même pas émettre l'idée avant même de les appliquer. Donc voilà, tout ça aussi, cette forme d'impuissance, je trouve, est inquiétante. Et s'il était empêché, mais j'en doute, s'il n'était pas seul à pouvoir décider de la mise en place, par exemple, de ces décrets, de ce pouvoir réglementaire, qu'il le dise. Au moins qu'il le signale, qu'il fasse preuve de transparence. On va y venir parce que c'est quand même un argument aussi qui ressort beaucoup dans ses prises de parole. Mais avant ça, je laisse un peu la parole à Maëlys. Je ne veux pas faire ma dictatrice. Oui, Bruno Retailleau se montre un peu comme une figure, entre guillemets, un peu le côté droitier des Républicains. Mais en quoi, grosso modo, se différencie-t-il finalement tant des LR, puisque visiblement, à part faire des sorties médiatiques un petit peu dépassées de la ligne LR et donc certaines compromissions, finalement, il n'est juste qu'un énième pion LR qui serait comme les autres. En fait, je pense aussi que la courbe de popularité, qui est effectivement impressionnante quand on regarde les sondages, je pense que très honnêtement, n'importe qui, même moi par exemple, parfaitement inconnu auprès des Français, si je devenais demain ministre de l'Intérieur et que je disais le réel de façon aussi simple et naturelle que le fait Bruno Retailleau, si j'employais les mots que les Français ont envie qu'on emploie depuis des années de la part de gens qui sont en responsabilité, si je renouais en fait ce rapport au réel qui a tant manqué de nos précédents gouvernants, ma courbe de popularité serait strictement la même. Donc il a un effet un peu curatif qui est très intéressant et qui est juste de dire ce que ressentent et vivent les Français de façon très naturelle, très normale, mais le travail en fait est très simple. Il suffit d'aller à un micro, de faire quelques interventions en expliquant ce que plus de 80% des Français vivent au quotidien. Oui, ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme. Et évidemment, il n'y a même aucune outrance, c'est dire le réel, dire les faits, sans embâge, sans œillère. Et donc ça, on n'est tellement pas habitué à cette pratique de la vérité. Il y a une telle culture du mensonge de Sibeth Ndiaye, porte-parole de la République, qui avouait mentir pour protéger le président de la République, à Gérald Darmanin, qui a menti surtout de cette finale de la Ligue des Champions, où il nous a parlé de ces fameux supporters anglais, aux chiffres même des OQTF qui étaient appliqués, où il y a eu quand même quelques twists avec la vérité qui étaient inquiétants. À Elisabeth Borne, ancienne première ministre, qui nous expliquait qu'il y a quelques semaines que les cartes vitales cesseront de fonctionner. En fait, il y a une telle pratique institutionnalisée du mensonge que de voir un ministre arriver et dire la vérité, déjà, en fait,
ça procure une courbe de popularité assez incroyable. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je pense que cette courbe de popularité de Bruno Retailleau est due aussi à ce rapport à la vérité qu'il est en train de restaurer et qui est tout à son honneur, mais qui est évidemment insuffisante vu l'état actuel du pays et vu tous les chantiers que le ministre de l'Intérieur doit mener. Et après, pour répondre à votre question, est-ce que c'est un pion de plus aux Républicains ? Il ne faut pas que je sois trop cruel non plus, il faut lui laisser un petit peu plus de temps, même si très concrètement on commence à s'impatienter. Je vous ai expliqué comme la défection qu'il a faite à la tribune de l'Assemblée par la voix de son ministre délégué sur 2 propositions de loi qui auraient pu passer. Je pense aussi au sujet de Mayotte. On a déposé un amendement sur la suppression du droit du sol à Mayotte. De la même façon, ça s'est joué à 132 voix contre versus 119 voix pour. Les Républicains se sont abstenus. Si les Républicains avaient voté pour la suppression du droit du sol à Mayotte, ce serait passé. Et ça, c'était il y a encore quelques jours. Donc voilà, donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Ils commencent à se cumuler. Donc il faut aussi qu'à droite, que la sphère médiatique, qui est très complaisante vis-à-vis de lui, toutes ces unes et si c'était lui rappelle aussi à ses responsabilités. Parce que voilà, au moins, même s'il le fait pas, il pourra nous dire pourquoi il a été empêché. Mais c'est ça, mais alors il commence déjà à le faire, hein. C'est-à-dire que il explique que voilà, dans le cas de cet influenceur Doualem qui n'a pas pu être expulsé, eh bien c'est l'Algérie qui ne respecte pas les accords et les droits. Il nous explique que c'est le ministre des Affaires étrangères qui ne se débrouille pas. Enfin bon, il a toujours des excuses justement à ce manque d'action. Et alors on peut comprendre donc pour expliquer, enfin pour essayer d'expliquer aux Français, de montrer aux Français sa bonne volonté, et ben il en fasse des caisses parce que derrière il sait très bien qu'il va se heurter à un mur et il veut pas qu'on puisse le reprocher que c'est par manque d'action ou au moins voilà de volonté. Le problème c'est que vous l'avez souligné, en parallèle on a un Donald Trump qui arrive au pouvoir aux États-Unis et d'un seul coup tous les Français se mettent à rêver d'un chef d'État qui va balayer d'un revers de main cet enfer bureaucratique, ces tonnes de paperasse, qui va se contenter de signer une feuille en bas de page et qui va expliquer qu'en fait ça suffit pour faire passer ses décisions. Et là, lui, Bruno Retailleau, il est aussi quand même encore enfermé dans un système politique qui n'est pas prêt à ce genre de posture politique. Il doit encore faire avec les juges, avec les ministres, avec les conseillers, et il est quand même assez empêché, mine de rien. Je pense pas qu'il soit tant empêché que ça. Le ministre de l'Intérieur est celui qui dispose du pouvoir réglementaire le plus exorbitant de l'ensemble des ministères. Il pourrait, très honnêtement, sur l'immigration, il pourrait prendre un certain nombre de décrets, un certain nombre de dispositions. Bon, sur l'Algérie, déjà, on l'a dit, il y a beaucoup de leviers très concrets. On était encore avec Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie hier, qu'on a interrogé au siège de l'UDR. On a testé aucun de ces leviers qui pourtant marcherait de façon évidente. Déjà, le refus d'accorder des visas, des passeports diplomatiques à toute cette caste algérienne qui se balade en toute impunité chez nous, déjà, ça leur ferait vraiment très mal. Les 2 leviers qui leur feraient le plus mal, visiblement, c'est celui-ci, la saisie des biens, beaucoup de biens mal acquis en France qu'on pourrait saisir des autorités algériennes, le refus donc des visas, et puis un troisième dont on parle assez peu, mais de sources, alors ce ne sont pas des chiffres encore officiels, et ça mériterait d'ailleurs une commission d'enquête, donc je ne voudrais pas avancer des chiffres qui seraient faux, mais en discutant avec beaucoup de hauts fonctionnaires au fait sur le sujet, la dette hospitalière accumulée par les autorités algériennes qui viennent se faire soigner, et puis les Algériens qui viennent se faire soigner en France et qui ne payent pas, pourrait cumuler autour du 1 milliard d'euros. Donc ça aussi, exiger le remboursement de cette dette, qui devient colossale. Puis après, vous les connaissez, il y a un certain nombre. Donc la remise en question de l'accord de 68, les transferts de fonds entre l'Algérie et la France, c'est 1,8 milliard chaque année, commencer à les taxer ou à les restreindre, et supprimer évidemment l'aide au développement qui compte à peu près 140 millions. Ça, c'est sur l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur peut activer un certain nombre de ces leviers, je pense au visa notamment, je pense à la saisie de certains biens, il n'y a aucun sujet là-dessus. Et puis après, d'un point de vue un peu plus général, notamment sur l'immigration, les pouvoirs de Bruno Retailleau en tant que ministre seul sont aussi énormes. Il peut accélérer par exemple les expulsions en réduisant les délais et les contraintes de traitement des OQTF. Il peut renforcer les contrôles administratifs, par exemple en intensifiant les vérifications sur un certain nombre de documents qui sont demandés, qu'il faut fournir pour obtenir des titres de séjour.
Il peut renforcer les critères, ça c'est totalement à sa main, de maîtrise de la langue et des principes de la République que l'on teste pour accorder un titre de séjour ou pour accorder une nationalité. Il peut limiter aussi les titres provisoires de séjour en réduisant notamment un certain nombre de critères et de délais. Il peut construire de nouveaux centres de rétention administratif. On dispose en France de 2000 places en centre de rétention administratif. Donc en fait, les OQTF se baladent complètement de façon totalement libre, alors que si on construisait plus de CRA, derrière, ça voudrait dire aussi un meilleur taux d'applicabilité de ces OQTF. Il peut aussi renforcer les contrôles policiers, comme l'a fait Donald Trump dès son arrivée, où il a envoyé l'armée au sud des États-Unis, à la frontière du Mexique. Il a il a repris l'accélération de la construction du mur. Enfin, le ministre de l'Intérieur est peut-être le plus omnipotent de tous les ministres, et pourtant on ne voit pas le début d'une mesure qu'il prend. La circulaire Retailleau, qui était censée revenir sur la circulaire Valls, on va peut-être aussi en parler, mais ça a été une occasion manquée incroyable de réduire l'une des plus grandes filières d'appel d'air de clandestins, d'irréguliers, qui est le travail clandestin, qui normalement devrait être puni de 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende dans le code du travail. Et en fait, la circulaire Retailleau continue à préciser en fait que pour certains métiers en tension, si des gens montrent qu'ils ont travaillé plusieurs années, alors qu'ils sont arrivés de façon irrégulière sur le sol, ils pourront être régularisés. Donc en fait, ça est pareil, Trump, en arrivant, avec sa porte-parole, nous explique que de toute façon, vous violez la loi quand vous arrivez sur le sol américain, vous serez toujours considéré comme un illégal et votre place sera rentrée chez vous. Et donc on a une circulaire qui continue à assouplir les conditions de régularisation en passant par le travail, qui, on le sait, est l'un des appels d'air principaux sur le sol français. Et alors, on voit bien que Bruno Retailleau donc, a quand même beaucoup de pouvoir, hein, vous l'avez mentionné. Mais alors, pourquoi finalement ne passe-t-il pas à l'action ? Puisque bon, justement, pourquoi il ne surfe pas sur le fait que les Français le voient comme un élan d'espoir, entre guillemets, pour incarner la droite radicale ? Pourquoi voilà, il ne surfe pas, il n'en profite pas et il reste dans ses compromissions ? Est-ce que finalement, ce n'est pas juste le gardien du système LR, donc en l'occurrence la droite molle, comme j'aime l'appeler ? Si j'étais Bruno Retailleau, et je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas, d'un point de vue purement, ça c'est vraiment de la base politique, hein, c'est vraiment de la stratégie, de la posture politique. Si j'étais lui, sur des textes clés, je voterais avec le Rassemblement national, avec l'UDR. Je demanderais aux députés LR de voter par exemple pour ces 2 propositions de loi que je vous ai rappelées, rétablissement des peines planchées, expulsion des délinquants et criminels étrangers, quitte à aller au clash avec cette espèce de bloc central complètement fourre-tout qui va maintenant du Parti Socialiste à Laurent Wauquiez, même si c'est de moins en moins fourre-tout parce qu'on a l'impression qu'ils sont de plus en plus alignés sur beaucoup de sujets. Mais au moins, je ferai preuve de ce courage, une fois aux responsabilités, pour dire qu'il est temps d'écouter les Français. Et si ça craque au niveau du gouvernement, si en fait ils perdent quelques alliés de circonstance et qu'il en est obligé de démissionner, mais qu'il le fasse. Mais au moins, il aura restauré ce devoir d'écoute des Français qui, je pense, lui sera profitable demain s'il a envie de tenir des ambitions présidentielles. Mais je ne comprends pas pourquoi il continue à se contenter de postures, d'incantations et d'une forme d'impuissance qui, sur le moyen long terme, ne lui servira pas. Donc, très honnêtement, je pense que c'est vraiment une question qu'il faudrait lui poser. Pourquoi ne va-t-il pas plus loin ? Pourquoi n'appelle-t-il pas, quand il en a l'occasion, à voter des propositions de loi de bon sens soutenues par une immense majorité des Français et défendues par le Rassemblement national depuis toujours ? Ça, pour moi, c'est un mystère. Parce que d'un point de vue stratégique, d'un point de vue électoral, et je le dis aujourd'hui, vous voyez, on est allié avec le Rassemblement national. Nicolas Sarkozy, s'il a gagné en 2007, c'est parce que, dans sa campagne, il est allé sur les plates-bandes du Rassemblement national, il a récupéré un certain nombre de mesures, de propositions que faisait Jean-Marie Le Pen depuis longtemps, et ça a fonctionné. Il y a eu un système de vases communicants qui a été impressionnant. Bruno Retailleau pourrait faire exactement la même chose, mais il ne le fait même pas. Est-ce qu'il n'essaye pas de jouer la durabilité, Bruno Retailleau, justement ? Il avance à petits pas, mais pas prudent. Il vise peut-être plus haut que ce poste-là.
Peut-être que voilà, il est en train de faire des plans sur le moyen long terme. C'est des choses qu'on a du mal à faire aussi aujourd'hui en politique. Et puis peut-être qu'aussi, plutôt que les coups d'éclat à la Trump, il préfère s'installer durablement dans le paysage politique pour pouvoir le transformer, le réformer de l'intérieur avec des bases juridiques, légales solides pour la suite. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il est très confortable dans ce poste de ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, c'est quand même quelqu'un qui il a un peu plus de 60 ans maintenant. Il a quasiment 40 ans de vie politique derrière lui. Mais il n'émerge qu'à cet âge-là grâce à ce poste de ministre de l'Intérieur. Et donc, je pense qu'il est un peu effrayé par ce vertige de la fin de la fin de Beauvau, où il devrait revenir au Sénat, sans même l'assurance de conserver son poste de président de ce groupe et de cette majorité, donc il n'en aurait même pas l'assurance, qui aujourd'hui le conduit, je pense, à se présenter quelques-uns autour de lui, explique que s'il se présente à la tête des Républicains, c'est aussi pour avoir un point de chute le jour où ça casse et le jour où il ne pourra plus être ministre de l'Intérieur. Parce que si demain il revient au Sénat, honnêtement, il risque de retrouver un anonymat relatif, quoi. Ah, vous pensez ? Au Sénat, alors c'est peut-être lié aussi à cette institution que les Français ne comprennent pas et qui devient de plus en plus surannée, c'est sûr, pas tant forcément à la personnalité de Bruno Retailleau, mais il a eu du mal, je trouve, dans le débat public à véritablement émerger comme une figure de la droite d'espoir après toutes ces années passées au Sénat. Là, cette exposition que lui permet la place Beauvau, je pense, est très pratique et très confortable pour lui. Et c'est aussi pour ça, vous avez tout à fait raison, je pense qu'aujourd'hui, il mise plus sur le fait de durer pour continuer à occuper le devant de la scène, continuer à faire des médias, continuer à avoir des unes de valeur actuelle avec des grands titres qui font plaisir à l'ego, et si c'était lui, avec la mention 2027. Donc je pense qu'il y a un peu de stratégie, il ménage sa monture, mais ça ne devrait même pas être un calcul de sa part. La situation est tellement grave aujourd'hui pour le pays, les chiffres de la délinquance sont tellement hallucinants, une agression toutes les 42 secondes, enfin je pense que ces chiffres, vous les connaissez par cœur, tous les politiques qui viennent à votre micro vous les rappellent sans cesse, la situation est tellement grave qu'on peut même pas se permettre des petits calculs et des petits choix politiques pour essayer de durer le plus longtemps possible dans un contexte incertain. Il faut dire la vérité, ça Bruno Retailleau le fait, il le fait plutôt bien, mais il faut aussi agir en cohérence avec les attentes des Français. En vrai, ces petits calculs sont probablement aussi imposés par une opposition de la gauche qui est quand même, qui doit être très très difficile aussi à prendre en compte. Enfin, il faut malheureusement pour le moment, en tout cas j'imagine que c'est ce qu'il y a dans la tête de Retailleau, composer avec justement s'il veut miser sur la durabilité. C'est un poids politique qui est peut-être pas négligeable non plus. Mais les Républicains l'ont accepté, l'ont voulu. Cette situation, c'est totalement leur responsabilité. Ils auraient pu, avec Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et tous les autres, faire alliance avec nous à l'occasion de ces élections législatives, parce que ça fait depuis des années que les militants, les électeurs des Républicains pensent exactement la même chose que les militants et les électeurs du Rassemblement national. Le problème, il est une nouvelle fois chez les cadres, et s'ils avaient pris leur responsabilité à ce moment-là, je vous assure que la majorité à l'Assemblée, on l'aurait. Les désistements de macronistes au premier tour et l'extrême gauche au deuxième tour pour faire élire des Républicains, il n'y en aurait pas eu. Et donc voilà, donc c'est aussi leur responsabilité si aujourd'hui ils se retrouvent avec le Parti socialiste, avec un budget voté qui est totalement socialiste, avec des compromissions permanentes et avec une ligne que plus personne ne comprend. Oui, donc vous l'avez dit tout à l'heure, la situation est très grave avec ces agressions qui sont en continu et qui montent en flèche. Mais qu'est-ce que vous répondez concrètement à toutes ces personnes qui suggèrent à Bruno Retailleau d'abandonner un petit peu les LR pour en finir définitivement avec ce parti qui ne cesse de se ramollir, voilà, disons les termes, et qui justement le suggère de renouer avec Éric Ciotti. Est-ce que pour vous, ça serait vraiment la meilleure solution pour incarner une droite dure et qui tend à gagner, qui tend à faire de vraies choses? Je le crois totalement, et puis je le vois aussi au nombre d'adhérents qu'on peut avoir. Au moment où Éric Ciotti a quitté le parti des Républicains, le nombre d'adhérents aux Républicains, c'était 25 000. Nous, à la fin de l'année dernière, donc on a lancé le parti au début septembre, donc en l'espace d'un trimestre à peine, on a pris 15 000 adhérents. Et il est très probable, on n'en a pas la certitude, mais il est très probable que parmi ces 15 000 adhérents, une très grande majorité viennent directement des Républicains. Donc vous voyez, vous faites vos maths, 20 000 adhérents les Républicains au moment où Ciotti part, nous on en a 15 000 à l'UDR, il ne doit plus rester grand monde aujourd'hui aux Républicains. Il ne reste plus que les cadres, il reste ces ministres, il reste ces gens qui sont obsédés par leurs accords et leur petite politique. Donc oui, nécessairement, vous voyez ce phénomène de vase communicant au niveau de la base,
si les responsables, les cadres, suivaient un minimum leurs électeurs, leurs militants, ils devraient faire la même chose. D'ailleurs, ce serait intéressant, dans le cadre de la présidence des Républicains, ce serait très intéressant, je le suggère peut-être à quelques-uns qui nous écoutent, qui ont des responsabilités aux Républicains, ce serait intéressant qu'il y ait un candidat qui se présente sur cet argument de l'union des droites, et que ce que Laurent Wauquiez n'a pas voulu trancher par une consultation qu'on a pourtant proposée à maintes reprises, consultant les adhérents, les Républicains, pour leur demander « Êtes-vous favorable à une union avec le Rassemblement national ou est-ce que vous préférez continuer cette politique de compromission avec le gouvernement et avec le Parti socialiste ?» Ce serait intéressant qu'il y ait un candidat LR qui se présente, qui obtienne les fameux 10 parrainages, je crois, de parlementaires LR, et puis les parrainages aussi des militants, et qui aille débattre de cette ligne-là, parce qu'au fond, vous allez voir, ils vont débattre de tout, sauf de ça. On voit à quel point Laurent Wauquiez a été fuyant dans les dernières questions qu'on lui a posées sur la possibilité d'un accord, même de deuxième tour avec le Rassemblement national. On a l'impression que c'est le tabou absolu. Il continue à se foutre le cordon sanitaire autour de la taille. C'est le tabou absolu, donc ce serait aussi intéressant de leur poser la question. Merci beaucoup, Charles Aloncle, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de Retailleau. On vous recevra à nouveau pour parler peut-être aussi de cette sociologie si différente entre les villes et la campagne. Peut-être que Bruno Retailleau, lui, il peut parler à cet électorat très urbain. C'est une question qu'un auditeur a posée, mais on en reparlera. Donc, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député de la 9e circonscription de l'Hérault et porte-parole du groupe UDR à l'Assemblée nationale. Merci aussi à vous, Maëlys.